très heureux d'être parmi vous, parce que ça me permet de retrouver des amis. Ça me permet aussi de faire de nouveaux amis. Et ça me permet aussi d'apprendre. D'apprendre de vos expériences, d'apprendre de vos connaissances. Et j'ai vu que vos connaissances ne sont pas seulement dans le domaine de la pharmacie, mais aussi dans le domaine de la danse. J'ai vu ça hier, j'ai vu des preuves. Je dois vous dire que j'ai été très impressionné. C'est comme ça. Vous êtes non seulement une force de proposition, mais aussi une force de joie. Et ça, je pense que c'est inestimable de voir l'expertise médicale, pharmaceutique, mais aussi la joie de vivre. Et ça, je pense que c'est indéniable. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui du secteur pharmaceutique et de l'économie nationale. Mais avant cela, je voudrais remercier, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, Linda et Sada, d'avoir organisé de manière si impressionnante ce congrès. Et je voudrais aussi les remercier pour m'avoir invité. Alors, quels sont les points que je vais aborder avec vous aujourd'hui, ce matin? Premièrement, je voudrais rappeler ce qu'est pour un économiste un médicament. Alors, vous avez accepté un intrus. Vous avez déjà accepté un intrus hier qui est Moustapha Semoud. Et donc, ça m'a encouragé. Donc, moi, je suis ni pharmacien, ni membre du GBU, mais je suis un ami du GBU et je suis un ami des pharmaciens. Et donc, je voudrais d'abord vous dire que pour un économiste, qu'est-ce que c'est que le médicament et comment il le voit. Ensuite, je voudrais vous donner une idée du contexte mondial du médicament. Qu'est-ce qui se passe au niveau international? Qu'est-ce qui se passe au niveau mondial en ce qui concerne le médicament? Et quelles sont les conséquences sur notre pays? Et quelles sont les conséquences sur le pharmaceutique? Il ne s'agit pas de parler du marché mondial pour parler du marché mondial, mais il s'agit de parler du marché mondial pour voir en quoi ça nous concerne. Quelles sont les conséquences? Quels sont les effets sur notre pays et sur votre pratique en tant que pharmacien d'officine en particulier et en tant que GBU. Ensuite, je voudrais parler du secteur pharmaceutique dans notre pays. Quelques tendances, quelques chiffres clés qui vous donnent un peu une idée du tableau, de l'image, de ce que c'est que le secteur pharmaceutique en Algérie. Et Moustapha en a déjà parlé hier, donc j'essaierai d'être assez rapide. Et puis je terminerai par quelques questions qui sont à l'ordre du jour, quelques questions qui sont sur la table. Que ce soit pour les décideurs, pour les techniciens, pour les officinaux, pour les organisations professionnelles que vous êtes, quelles sont les questions qui sont en discussion et qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport au rôle du pharmacien d'officine. Comment se situe la pharmacie d'officine dans ce contexte? Et Sadak hier m'a rappelé que c'était une chose qui vous concerne et je pense que c'est un élément qui peut permettre une discussion. Donc voilà un peu le menu que je vous propose pour cette intervention. Alors, les caractéristiques du médicament. Premièrement, le médicament, c'est le produit de la recherche. C'est un produit de la science. C'est aussi la traduction des découvertes scientifiques et médicales en un produit. Et là, il y a un long chemin entre le moment où on a une idée d'un produit dont on a besoin, de la recherche fondamentale, clinique, médicale, jusqu'à l'aboutissement pour avoir un produit. Et je vais vous donner tout à l'heure quelques chiffres en ce qui concerne la découverte d'un médicament et le chemin, l'aventure de la découverte d'un médicament. La deuxième chose, c'est qu'un médicament, c'est un produit industriel. Qu'est-ce que ça veut dire un produit industriel? C'est-à-dire que c'est le résultat de la fabrication de masse. La production de masse d'un produit qui est le résultat d'une transformation. Le produit chimique, et ensuite il passe dans les usines pour devenir un produit. Donc c'est un produit industriel, comme on produit d'autres choses. La troisième, c'est que c'est un bien de santé. C'est un produit de santé qui fait des miracles dans certains cas, contre certaines maladies. Donc il a une particularité, c'est que ce n'est pas un bien comme les autres, ce n'est pas une marchandise comme les autres,
c'est une marchandise et c'est un bien qui a des effets thérapeutiques positifs sur la santé de la population. Et ça, c'est une particularité que l'on oublie très souvent à différents niveaux. Donc, un bien de santé, un produit thérapeutique. Et enfin, bien sûr, il fait l'objet d'un commerce, d'achat et de vente, et vous êtes bien placé pour le savoir, que ce soit en tant que GPU ou en tant que pharmacien d'office. L'aventure de la recherche médicale et de la production de vaccins, souvent, on identifie à peu près 10 000 molécules pour trouver un médicament, et il y a toute une série d'essais cliniques, toute une série de tentatives de trouver le produit qui correspond aux besoins, et on commence avec 10 000 molécules, et on finit avec 100 médicaments qui sont candidats au produit que l'on veut, et puis on finit avec un médicament. Et donc là, il y a un long processus en matière de recherche fondamentale, clinique, médicale, qui fait intervenir de nombreuses spécialités afin d'aboutir à un produit. Et donc vous imaginez l'investissement qui est fait au niveau scientifique, au niveau médical, au niveau technique, au niveau industriel pour obtenir ce produit-là. Et il peut se passer 20 ans, 25 ans entre le moment où on a une idée, le moment où on a commencé à sélectionner les molécules et le moment où on a trouvé le médicament. Remarquez par exemple sur le cancer, dans certains domaines on a commencé il y a 30 ans et on continue à chercher pour trouver des médicaments contre le cancer du poumon, contre le cancer de ceci et de cela. Et on n'a pas encore abouti totalement parce qu'on n'est pas satisfait par l'arsenal thérapeutique dont on dispose actuellement. Et là aussi, vous voyez tout le cycle des acteurs et des étapes dans la découverte médicale et dans la découverte de médicaments. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez une copie de ces slides plus tard, mais ça vous donne un peu une idée du cycle de la production du médicament, entre la recherche fondamentale jusqu'au produit qui arrive à votre niveau, jusqu'au produit qui arrive au niveau du patient humain. Alors, un des problèmes qui se passe actuellement, et il faut en être conscient, c'est qu'il y a une accélération dans la recherche et dans la production pharmaceutique. Et d'un point de vue économique, quand on démarre la recherche et la production, il faut investir d'abord. Investir veut dire que pendant des années, on n'a pas de bénéfice. Donc vous voyez ici, le trait que vous avez au milieu, c'est à partir de le haut, c'est les bénéfices, le bas, c'est des investissements sans recettes, sans bénéfices. Donc au début, on doit faire des investissements sans être sûr que l'on va pouvoir faire des bénéfices. Et ensuite, quand le produit est découvert, on commence à engranger les résultats de notre travail, à faire des bénéfices, et puis ce produit va être concurrencé, soit par un nouveau produit, soit lorsque le brevet n'est plus valable, il tombe dans le domaine public, on a des génériques qui arrivent et qui concurrencent ce produit, et donc le chiffre d'affaires du produit initial, du princeps, va diminuer, et celui du générique ou des concurrents ou des nouvelles versions va prendre le relais. Donc vous voyez le modèle économique de la production pharmaceutique, et ça veut dire que l'investissement d'aujourd'hui va se faire avec les bénéfices d'hier, ou avec un investissement qui est avec un financement particulier. Donc ça, c'est un modèle économique extrêmement important. Donc si vous voulez vous lancer dans la production pharmaceutique, il faut bien comprendre qu'il y a un moment où on investit d'abord, avant d'avoir un retour sur investissement. Alors, l'officine dans cette affaire, elle est où? L'officine dans cette affaire, c'est que c'est l'avant-dernier maillon de la chaîne. Entre le chercheur fondamental, le biologiste, et le consommateur, l'usager, le patient. Vous êtes le dernier. Mais on peut prendre les choses autrement en disant que vous êtes le premier point d'accès aux médicaments. Vous êtes le premier point d'accès aux soins. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante, c'est une position privilégiée, parce que vous êtes les structures, les personnes, les experts face à la demande, face aux malades, face aux usagers, face aux patients. Donc vous avez un rôle fondamental, vous êtes le premier filtre entre le produit et l'usager. Et donc vous avez un rôle extrêmement important en termes de conseil, en termes de livrance, en termes d'accompagnement. Alors pourquoi produire des médicaments? Je crois que c'était une des questions qui était posée hier par Moustapha Semoud et qui vous intéresse, et c'est aussi le titre de votre congrès. Évidemment,
évidemment, il y a un problème de sécurité. Le médicament est un produit stratégique. Il y a certains gouvernements qui sont tombés parce qu'il y avait des ruptures graves ou parce qu'il y a eu des problèmes graves dans le domaine du secteur du médicament. Pourquoi? Donc c'est en termes d'approvisionnement, en termes d'accès à un produit donc, qui est important. C'est aussi un impératif industriel parce que ça permet de créer de la valeur ajoutée. Ça permet aussi d'intégrer l'industrie pharmaceutique avec les autres secteurs de l'économie nationale, que ce soit l'industrie chimique, que ce soit l'industrie de l'emballage, que ce soit l'industrie qui est liée à la distribution des produits. C'est aussi un secteur de création d'emplois. Dans certains pays, le secteur pharmaceutique représente 50 000 et jusqu'à 500 000 emplois nationaux, locaux au sein du pays. C'est aussi un générateur de revenus pour les producteurs, pour les distributeurs et pour les officines. Ça permet, le fait de produire des médicaments, de réduire les importations et donc d'améliorer la balance commerciale. Qu'est-ce que c'est que la balance commerciale? C'est la différence entre les importations et les exportations. Donc plus on exporte, plus la balance commerciale s'améliore. Et si on réduit les importations, on améliore aussi la balance commerciale du pays. Ça permet aussi d'envisager des exportations. Beaucoup de pays producteurs exportent des médicaments et donc ils améliorent non seulement la balance commerciale, mais aussi la balance des paiements, c'est-à-dire les devises qui rentrent dans le pays. Et enfin, ça permet de développer la recherche. On ne peut pas envisager une production de médicaments sans un lien avec la recherche appliquée, avec la recherche fondamentale, parce qu'il faut une remontée de filière. Donc il faut un lien entre le secteur qui consomme et le secteur qui produit et le secteur qui fait la recherche. Parce que même pour les produits courants, il faut regarder par exemple leurs effets adverses, faire de la pharmacovigilance, et ça c'est déjà une partie de la recherche. Parce que quel est l'effet réel du produit lorsqu'on l'étudie sur le terrain? Et évidemment, le consommateur suisse et le consommateur algérien n'ont pas la même façon de se comporter, n'ont pas la même nutrition, n'ont pas les mêmes comportements. Donc un produit pareil peut être efficace en Suisse et pas du tout en Algérie parce que les conditions de vie, les conditions de nutrition, les comportements ne sont pas les mêmes et donc un produit peut avoir des effets totalement différents dans des milieux différents. Et ça, il faut de la recherche appliquée pour pouvoir le détecter et le corriger sur les systèmes. Production, c'est bien, mais quelles sont les conditions de viabilité de la production? Et je pense que M. Veillet va en parler un peu plus tout à l'heure. Il y a des conditions de la viabilité de la production locale. Est-ce que le contexte nous permet d'augmenter, d'améliorer la production nationale? Est-ce que le contexte local dans le pays est aussi favorable ou pas? Voilà des questions auxquelles je voudrais répondre. Est-ce que le contexte mondial nous aide pour produire des médicaments? Première question. Deuxième question, est-ce que le contexte dans le pays est favorable, il est positif, il est incitatif, il nous améliore les conditions pour aller vers la production nationale? Donc voilà les deux questions que je voudrais me poser et répondre à ces questions. Si on essaie de regarder les conditions générales, premièrement, pour qu'il y ait une bonne production nationale, c'est important qu'on ait une demande croissante, qu'on ait une demande solvable. Demande croissante veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent des produits. Et donc ça, c'est assuré par le fait qu'on a une population qui s'accroît chaque année. En Algérie, on s'accroît à peu près entre 500 000 et 600 000 habitants supplémentaires chaque année, en moyenne. Solvable veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye pour eux, la sécurité sociale, l'État, ou qui paye eux-mêmes. Parce que ce n'est pas suffisant d'avoir une population qui augmente. Si cette population augmente mais elle est pauvre, comme dans certains pays d'Afrique, vous produisez pour qui? Vous ne produisez pas pour mettre dans les stocks. Donc c'est important que la population s'accroît, mais aussi qu'elle soit solvable, qu'elle ait les moyens d'accéder aux produits. Deuxième point, vous ne pouvez pas produire pour une taille de marché réduite. Vous ne pouvez pas produire pour 2 millions de population, ou même 20 millions de population. Donc la taille, elle compte. Les États-Unis sont puissants en termes de production pharmaceutique parce qu'ils produisent pour 250 millions d'habitants, solvable, 25 000 $ par an et par habitant, et ils exportent au niveau mondial. Donc ils ont une masse de consommation qui leur permet d'avoir une échelle de production qui soit viable. Même chose pour la France, ou pour l'Angleterre, ou pour la petite Suisse. La petite Suisse, elle exporte dans le monde entier. Ce qu'elle a comme marché, ce n'est pas les 10 millions d'habitants de la Suisse, c'est 2 milliards qui sont répartis sur l'ensemble des continents. Donc un marché
qui permet justement une économie d'échelle et un coût de production qui soit satisfaisant. Il faut une offre de qualité. Il faut que les produits répondent aux standards internationaux. Il faut que les produits soient sûrs. Il faut que les produits soient efficaces. Il faut une régulation performante, une régulation optimale. M. Maillet va en parler cet après-midi. C'est quelles sont les conditions juridiques, quelles sont les conditions d'exercice de la production et de la distribution. Est-ce que les lois nous facilitent le travail, nous facilitent la vie? On ne peut pas produire de manière sérieuse si on n'a pas une stratégie à long terme. Rappelez-vous l'investissement nécessaire. Personne ne va investir 100 millions de dollars ou 300 millions de dollars pour avoir une vraie production de médicaments s'il sait que dans 6 mois, la législation va changer. Que le gouvernement va changer de politique. Que telle disposition va être modifiée. Comment voulez-vous investir votre patrimoine ou un capital si vous n'êtes pas sûr de la politique et de la stratégie qui va être en œuvre pour que vous soyez dans un milieu stable, où il y a une continuité, où il y a une confiance. Là, il n'y a pas d'investissement sans confiance. Et ça, c'est extrêmement important dans le domaine pharmaceutique, et je vous ai montré le modèle de produit. Il faut un environnement incitatif. Bien. Je vous avais promis de parler du contexte mondial. Je vous avais promis de parler du contexte mondial, donc je vais vous donner quelques éléments à ce sujet. Les dépenses pharmaceutiques mondiales, total des dépenses pharmaceutiques mondiales, c'est à peu près 1100 milliards de dollars. 1100 milliards de dollars de dépenses pharmaceutiques. Ça veut dire quoi? C'est toutes les ventes de médicaments dans le monde. En fait, le total des ventes de médicaments dans le monde, c'est en 2011-2012, c'était autour de 1100 milliards de dollars. 1100 milliards de dollars, c'est beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour vous donner une idée, pour faire un rapprochement avec le pays. En Algérie, la facture totale des dépenses pharmaceutiques est environ 3 milliards de dollars. Clair, hein? Comparez 1100 et 3, et vous avez un pourcentage. Alors ceux qui sont forts en maths peuvent nous donner le chiffre. Alors, donc, vous voyez, que représente l'Algérie, notre pays, sur le marché mondial? Qu'est-ce qu'elle pèse dans le marché mondial? Rappelez-vous bien de ce chiffre, parce qu'il va avoir des conséquences sur comment on perçoit et comment on agit avec ça. Deuxième point, c'est que, rappelez-vous qu'un produit pharmaceutique, c'est un produit de la recherche, qui est protégé pendant une certaine période, 20 à 25 ans. Ensuite, le brevet tombe dans le domaine public, il y a plus de protection en tant que tel, et donc on peut avoir des substituts, on peut avoir des... Dans beaucoup de domaines, il y a actuellement une chute des brevets, ils sont arrivés à terme. Et je vais vous donner quelques exemples de produits que vous connaissez très bien, qui ne seront plus protégés dans les toutes prochaines années. Il y a donc une croissance de la part des génériques en termes de production et en termes de consommation. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un ralentissement de la consommation dans les grands marchés, comme les États-Unis et les pays industrialisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont des déficits de leur sécurité sociale, parce qu'il y a des contraintes de la croissance économique. Vous avez tous entendu parler de la Grèce qui était en crise, de l'Espagne qui était en crise, de la France qui est en grande difficulté financière, et donc il y a une politique de réduction des dépenses de santé, y compris les dépenses pharmaceutiques. Et ça, c'est une réalité. Par contre, vous avez un marché qui explose, c'est les pays émergents, c'est les nouveaux pays industriels, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les Philippines, c'est l'Afrique du Sud. Ces pays-là qui sont en train d'émerger, qui deviennent les géants de l'économie mondiale. Donc vous avez d'un côté une baisse de la part des pays industrialisés que vous connaissez, les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Belgique, etc. Et de l'autre côté, une émergence de ces pays comme l'Inde, comme la Chine, comme l'Indonésie, etc. Alors, l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, elle a des difficultés à produire de nouveaux médicaments. Si vous regardez le nombre de nouveaux médicaments sur les 15 dernières années, le nombre de nouvelles molécules autorisées, enregistrées dans les pays industrialisés a tendance à diminuer. Et ça, c'est une réalité nouvelle. On n'a pas un renouvellement de la gamme de produits avec des produits réellement nouveaux et réellement efficaces. Parce qu'il y a plein
de produits nouveaux, mais qui ne sont que du maquillage, c'est-à-dire un produit ancien avec un nouvel emballage, un produit ancien mais avec une nouvelle couleur, un nouveau ancien mais avec une nouvelle indication supplémentaire, mais qui reste mineur. Ce n'est pas une innovation thérapeutique majeure, c'est juste un changement dans un aspect du produit en tant que tel. Et on le présente souvent comme un produit nouveau, et en général on demande 3 fois le prix de l'ancien produit. Donc les médicaments génériques deviennent une composante essentielle et on a de plus en plus de difficultés dans les pays occidentaux, et y compris aux États-Unis, à obtenir des autorisations de mise sur le marché. Les standards sont de plus en plus solides, les standards sont de plus en plus élevés. Pourquoi? Parce que les gens n'acceptent pas les effets négatifs des produits. Acceptent de moins en moins des effets secondaires des produits. Donc les standards sont en train de s'élever, ce qui fait qu'il y a peu de produits passe la barre des standards internationaux qui sont actuellement aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. Et puis, il y a tout un secteur qui est en train d'exploser, c'est la biotechnologie. C'est une nouvelle façon de faire la recherche médicale et de la production pharmaceutique, et donc un nouveau domaine qui est lié à la biotechnologie. Et vous avez entendu parler de Mustafa hier, en parler un petit peu, puisqu'il y a un projet de développement de la biotechnologie en Algérie. Si ça vous intéresse, on en parlera pendant le débat. J'avais dit que certains brevets sont en train de tomber dans le domaine public. Et là, vous avez des exemples pour 2011, 2012, 2013 jusqu'à 2015. Et vous allez reconnaître que certains produits que vous connaissez sont en train de perdre leur protection juridique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que n'importe qui a un savoir-faire, qui a une capacité technique de production et qui a un pays où la réglementation est claire, peut produire l'équivalent de ce médicament. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, le brevet ne protège plus le produit de GSK, de Pfizer ou de Sanofi. Quelqu'un d'autre, en Chine, en Inde, en Belgique ou en Algérie, peut se lancer dans cette production. Alors, je vous laisse regarder la liste, mais elle est extrêmement longue et pour des produits qui sont très importants. Alors, je vous avais dit que les États-Unis et les pays occidentaux sont en train de perdre leur importance en termes de marché. Vous voyez par exemple en bleu les États-Unis qui représentaient 41% du marché mondial. Un pays représente 41% du marché pharmaceutique mondial. On a 179 pays. 179 pays. Vous prenez un pays, 41% de la consommation pharmaceutique du marché. Ça c'était en 2005. Il n'est plus que de 36% en 2010 et il ne sera que de 30-31% en 2015. Vous voyez qu'en pourcentage, pas en valeur absolue, en pourcentage, la part des États-Unis baisse, comme celle de la France, comme celle de l'Allemagne, comme celle de la Belgique, au profit des pays émergents, parce que maintenant l'Inde a mis en place un système de santé un peu plus performant, et la Chine, elle a introduit la sécurité sociale pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire les gens maintenant, ils sont assurés, ils sont protégés, donc les médicaments sont pris en charge, et donc ça augmente la consommation. Ils sont 1,1 milliard. Vous imaginez quand 1,1 milliard commence à consommer, qu'est-ce que ça fait? Alors, les génériques, vous dites, ah, on nous impose des génériques dans le pays, on les met ici. C'est une réalité dans beaucoup de pays. Et actuellement, c'est autour de 25%, y compris dans les pays les plus développés, la consommation de génériques. Alors, quel est le produit le plus consommé dans le monde? Quel est le domaine, d'après vous? Donc, quelle est la classe thérapeutique la plus consommée dans le monde? L'oncologie. Ah, surtout, là, vous avez triché un peu. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, l'oncologie, en termes de chiffre d'affaires, c'est la classe thérapeutique la plus consommée dans le monde. La deuxième, évidemment, c'est tout ce qui est antidiabétique. Et ensuite, vous avez les infections respiratoires, etc. Donc, l'oncologie, elle représente autour de 5 à 8% du marché. Quelles sont les firmes les plus puissantes dans le monde de médicaments? Premièrement, c'est Pfizer. Ensuite, vous avez Novartis Suisse. Vous avez Merck, vous avez Sanofi, AstraZeneca, Roche, GSK, Johnson & Johnson, Abbott, et puis vous avez un producteur de générique qui s'appelle Teva, qui est israélien, qui est dans les types en termes de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose au
sujet de AstraZeneca. Pfizer est en train d'acheter AstraZeneca. Il a proposé des centaines de milliards, mais les autorités britanniques s'opposent pour le moment à ce rachat en disant qu'on va diminuer les emplois en Grande-Bretagne, puisque AstraZeneca est en Grande-Bretagne, on va diminuer, on va fermer des unités de recherche en Grande-Bretagne, on va diminuer les unités de production en Grande-Bretagne, et donc il y a un problème de sécurité nationale, de protection de l'emploi, de protection de la recherche. La Grande-Bretagne achète. Donc vous voyez que même dans un pays capitaliste libéral, il protège et il agit pour négocier un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé entre Novartis et GSK récemment, si vous suivez l'actualité internationale? La fusion, non? Non, pas de fusion. Qu'est-ce qui s'est passé entre GSK et Novartis il y a 2 mois, un mois? GSK a vendu à Novartis tout ce qui était production de... Non, Novartis a vendu à GSK tout ce qui est production de vaccins et tout ce qui est... tous les produits vendus sans prescription. OTC. Voilà. Ça a été... Donc GSK, Novartis a vendu ça à GSK. Et Novartis a récupéré tout ce qui est oncologie. Toute la gamme de produits qui étaient en préparation au niveau de GSK, en matière d'oncologie, ont été vendus, ont été transférés à Novartis. Pourquoi? D'après vous? C'est une spécialisation pour pouvoir faire le niveau d'investissement nécessaire afin d'aboutir vraiment à de nouveaux produits. Parce que GSK considère qu'elle n'a pas la spécialisation suffisante et le capital financier suffisant et la force de frappe de recherche suffisante pour aboutir plus rapidement que les autres dans le domaine de la lutte contre le cancer, dans le domaine de l'oncologie. Donc vous voyez qu'il y a des regroupements au niveau mondial qui sont extrêmement importants et ce tableau que vous voyez ici, à la fin de 2014, il sera différent. Puisqu'on a eu des regroupements et des restructurations. Alors, pour répondre à ces défis, les multinationales, elles font beaucoup de choses. Elles se spécialisent. Elles absorbent des entités. Elles investissent dans les pays émergents. Elles investissent dans des pays solvables. Elles se spécialisent et elles augmentent le budget de la recherche. Vous allez me dire, tout ça c'est très bien, monsieur, mais à quoi ça nous concerne? Tout ça, c'est des jeux de grands qui se passent au-dessus de nos têtes. En quoi ça nous concerne? C'est ça la question pour vous et pour nous. Le marché algérien, par rapport à d'autres marchés, c'est un marché intéressant, lucratif, rentable, par sa situation actuelle et par son avenir, et par ses perspectives. Le marché algérien, c'est 3 milliards de dollars. C'est pas beaucoup par rapport au marché mondial, rappelez-vous, 1100. Mais par rapport à d'autres pays, y compris nos voisins, c'est un marché qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces multinationales, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Ça, c'est mon point de vue. Premièrement, elles ont des stratégies agressives. Quand je dis agressives, je ne veux pas dire violentes, méchantes. Agressives au sens intense. C'est des stratégies dynamiques, intensives, de conquête de parts de marché. Elles sont prêtes à discuter, à négocier avec l'État, avec les sociétés nationales, avec les groupements, avec les sociétés locales, pour trouver des mécanismes pour mieux capturer, étendre, augmenter, améliorer leur présence, leur capacité d'influence et leur chiffre d'affaires, évidemment. Donc, il y a pas mal de stratégies qui sont faites pour promouvoir la production locale, avec partenariat ou pas, avec discussion sur le 49-51, sur les conditions de transfert, sur la possibilité de rapatrier leurs bénéfices, etc. Toute une série de choses. Il y a aussi un effort immense qui est fait en matière de marketing, de force de vente, n'est-ce pas, pour promouvoir un produit, pour faire connaître un produit. Et il recrute pas mal de pharmaciens et de médecins par rapport à ça. Et puis aussi de diversifier la gamme des produits, la gamme des prestations et la gamme des contrats qu'ils peuvent avoir avec les marques, avec les acteurs locaux. Donc ça, c'est une première chose. Stratégie industrielle et commerciale.
Une deuxième, c'est un travail de proximité, avec ce que j'appelle les leaders d'opinion. Qu'est-ce que c'est qu'un leader d'opinion? C'est tous les responsables, tous les gens qui ont une influence sur le système, que ce soit une influence officielle ou non officielle. Et donc là, il y a tout un travail de formation. Il s'implique dans les activités de formation fondamentale, et surtout formation continue, dans le cadre de l'information, dans le cadre de la prescription, de la canalisation de la prescription et de la délivrance. Donc vous voyez sur différents plans ces multinationales et d'autres qui agissent, qui interviennent pour mieux se positionner, mieux améliorer leur présence, leur influence, leur chiffre d'affaires. Certains font un très bon travail et ils sont à féliciter, d'autres ont des comportements qui peuvent être discutés et sont discutables. Donc voilà un petit peu sur le contexte mondial. J'ai été bref, mais je vous ai donné quelques chiffres. Si vous permettez, je passe au contexte national. Et je serai plus rapide parce que Mustafa en a parlé déjà hier. Premièrement, c'est qu'en Algérie, on ne sait pas trop où on va. À tous les niveaux. Il y a de multiples transitions. Des multiples transitions qui sont en cours. Et on se pose la question, où est-ce qu'on va exactement? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va? Voilà une question fondamentale et qui a des répercussions sur vous tous, au quotidien. Est-ce que la législation va changer? Est-ce qu'on va permettre les textes sur l'OMC, est-ce qu'ils vont être signés ou pas? Quelles vont être les conséquences sur notre activité? Donc première chose qui est importante, l'Algérie est en train de changer, fondamentalement. Premier changement, c'est un changement démographique. Changement démographique dans la mesure où vous avez une transition démographique, une baisse de la mortalité, une augmentation de la durée de vie. Avant, on mourait à 50 ans, déjà à 50 ans, le Chibani. Maintenant, personne ne parle de Chibani à 50 ans. N'est-ce pas? Donc, une durée de vie beaucoup plus longue, une espérance de vie plus longue, et une transformation de l'architecture démographique. Et ça, c'est une métamorphose. Parce qu'on a maintenant beaucoup de choses qui changent. Et vous voyez 3 générations dans le même appartement, dans certains cas. Le grand-père, le père et le fils. Alors qu'avant, le grand-père, il ne restait pas jusqu'à 72 ans, 82. Il mourait à 61, 62. Mais du fait de la changement démographique, on a ce genre de situation. Donc, transformation totale du point de vue démographique. Transformation totale du point de vue épidémiologique. Là, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse aux causes de la mortalité et de la morbidité. De quoi meurt et souffre notre population. Et là, il y a un changement fondamental, puisque avant on avait des maladies transmissibles, des maladies liées à l'hygiène, des maladies liées aux bactéries. On a de plus en plus maintenant de maladies chroniques, vous le savez très bien. On a de plus en plus de maladies non transmissibles, cardiovasculaires, des cancers, des accidents domestiques, des accidents de circulation. Tout ça, ce sont des réalités nouvelles en termes de mortalité et de morbidité. On a 5000 décès uniquement pour les accidents d'avant. On a 7000 décès par année uniquement liés au tabagisme, etc. Donc on a une transformation du profil épidémiologique de la population. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que vous n'allez pas vendre le même type de médicaments qu'il y a maintenant 10 ans. Avant, on vendait des antibiotiques. 80% du chiffre d'affaires, c'est des antibiotiques. C'est des anti-infectieux. Maintenant, de plus en plus, ce n'est pas seulement les antibiotiques, il y a plein d'autres choses, notamment les antidiabétiques. Tous les médicaments liés aux maladies chroniques et dans plus en plus les maladies liées à d'autres affections qui ne sont pas des maladies chroniques. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je vous donne des chiffres concernant la part de chaque entreprise. Une autre chose qui se passe, c'est du point de vue économique. Notre pays a jusqu'à présent été une économie de rente. Qu'est-ce que ça veut dire une économie de rente? Une économie basée sur une seule ressource, le pétrole. Tout le budget, 90% pratiquement des recettes en devises, c'est le pétrole. Tant qu'on a du pétrole, alhamdoulilah. Tant qu'il y a la demande du pétrole, alhamdoulilah. Tant que les autres ont besoin de l'eau, alhamdoulilah. Si ça diminue, qu'est-ce qui va se passer? Si leurs besoins se transforment, s'ils utilisent le gaz de schiste, s'ils trouvent la Russie qui va leur fournir des panneaux, qu'est-ce qui va se passer en termes de ressources pour justement augmenter l'offre de soins, créer 15 CHU en une année, on forme je ne sais combien de médecins par année,
Tout ça risque d'être mis en cause et remis en cause totalement par le fait que les ressources de l'État qui alimentent l'économie seront dans une situation différente. Est-ce qu'on est en train de passer d'une économie de rente à une économie de production? Est-ce qu'on est en train de passer d'une économie de commerce, à une économie de production, où ce que l'on consomme, on le produit réellement dans ce pays? Dites-moi combien de produits actuellement consommés en Algérie sans produits sans tabac? Réellement, à 100%. Il n'y en a pas beaucoup. Regardez autour de vous, vous allez voir dans une épicerie, et vous allez voir combien vraiment de produits sont réellement fabriqués sur place. Au moins une partie est importante. Par exemple, les emballages. Bon, tout ça pour dire qu'on est une économie de rente qui a vécu et qui continuera à vivre dans ce que j'appelle la joyeuse irresponsabilité généralisée. Est-ce qu'on va vraiment passer à une économie de production? Et donc, un des domaines, c'est le secteur pharmaceutique, et donc la production ressources. Donc, on a une population en transformation, une population qui augmente et qui vieillit, une forte urbanisation. Et donc, avec l'urbanisation, la mentalité change, le comportement face à la maladie change, le comportement face aux médicaments change. On a aussi une population scolarisée, une population informée, une population connectée. Des fois, certains viennent dans votre pharmacie et vous disent je veux tel produit, je l'ai vu sur Internet. Ah, ce produit-là, il ne faut pas me le donner parce que j'ai vu que sur Internet, il a beaucoup d'effets. Donc, des fois, le malade ou le patient, il connaît peut-être des fois, pas toujours, plus que vous, sur un certain nombre de choses. Surtout ceux qui ont déjà subi le problème depuis 2 ans ou 3 ans, ils passent leur temps à s'informer, ils passent leur temps à se documenter, ils viennent avec pas mal d'informations, positives ou négatives, bien faites ou mal faites, mais ils sont connectés, donc ce n'est plus la même chose, c'est plus le même patient, c'est plus le même malade qui venait il y a 10 ans, 20 ans chez vous. Vous avez une modification des comportements. Alors, donc, avec cette société qui est en pleine métamorphose, avec une demande croissante, et Faisal disait hier que la demande ne va pas baisser. Et la facture ne va pas baisser non plus. Je vous expliquerai pourquoi. Mais il en a déjà dit quelques mots hier. La demande, elle va être croissante, elle est différenciée. Elle est de plus en plus différenciée. Parce que ceux qui souffrent du cancer, ceux qui souffrent de la misère, de leur logement qui est insalubre, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes demandes en termes de médicaments, en termes de prise en charge. Mais une économie qui est aux bases fragiles. Tout ce qu'on en fait ici, tout ce qu'on a fait depuis 30 ans, depuis 40 ans est fragile. Parce que maintenant, les fondements économiques de base qui permettent de dire nous avons une vraie économie qui va pouvoir nous permettre d'affronter n'importe quelle situation. Donc, le profil de consommation pharmaceutique connaît un changement profond. Vous le voyez vous-même. Si vous avez des bonnes statistiques de ce que l'Algérien consommait il y a 20 ans et ce que l'Algérien consomme en médicaments aujourd'hui, vous verrez la grande différence. Donc, changement profond en termes de croissance, de diversification, et puis il y a aussi le privé et le public. Avant, il y avait la PCR, avant, il y avait les femmes. Maintenant, vous avez toute une série de nouvelles structures privées qui sont là, que ce soit dans l'officine ou que ce soit dans la distribution. Et puis, il y a un énorme besoin de mise à niveau des connaissances, un énorme besoin de formation, un énorme besoin d'expertise, un énorme besoin d'adapter nos connaissances, nos pratiques et nos capacités aux réalités d'aujourd'hui, aux réalités scientifiques, médicales, thérapeutiques, mais aussi sociales. Combien de médecins, combien de pharmaciens qui ont été diplômés ou qui sont diplômés depuis 10 ans, 20 ans, consacrent le temps, d'efforts et de moyens à leur formation et à leur mise à niveau réel? Ça, c'est un vrai problème. Les connaissances scientifiques des médecins et des pharmaciens d'il y a 15 ans, à 50% sont obsolètes. Un exemple dépassé par rapport aux connaissances toujours de 2014. Donc il y a un énorme problème de mise à niveau de l'adaptation. Je ne veux pas dire que nos médecins ou nos pharmaciens ne sont pas compétents, ne sont pas formés, ils ont une expérience fabuleuse, pratique. Mais il y a un énorme besoin aussi de mise à niveau par rapport aux connaissances scientifiques, médicales. Bien, j'en viens au secteur pharmaceutique, là je vais être rapide parce que Mustafa en a parlé hier. Ça c'est la structure du secteur pharmaceutique en général. Vous avez les sources d'approvisionnement, on a les laboratoires étrangers, que vous connaissez, et on a les unités locales de production. Ça c'est d'où vient le médicament que l'on fait. Les réseaux de distribution, on a des importateurs et on a des grossistes répartiteurs avec toute la complexité que vous connaissez,
avec notamment l'intervention des groupes. Et puis au niveau des consommateurs en tant que tels, avant des patients en tant que tels, vous avez des officines à côté et puis vous avez les structures. J'ai beaucoup simplifié, mais ça vous donne un peu une idée de chacun, comment le réseau est formé. Les officinaux ou les officines, selon les chiffres officiels, vous êtes 9185. Enregistrés. Est-ce que c'est des chiffres réels? À vous de les confirmer, à vous de les infirmer. Les grossistes sont au chiffre de 685. N'importe qui verrait ce chiffre de 685 serait étonné. Se poserait des questions. Est-ce que ce sont des gens qui exercent réellement? Est-ce que ce sont des gens qui ont vraiment une activité continue? Est-ce que ce sont des structures qui sont viables? Est-ce que ce sont des structures qui sont rentables? Et quand on regarde un peu les chiffres, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'aperçoit que 3 ou 4 ou 5, parmi ces 685, représentent 80% du pouvoir. Donc vous avez une minorité qui représente une importante part de la distribution, et puis vous avez tous les autres qui ont une existence virtuelle ou moderne. Bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout à l'heure, Mustafa l'a présenté hier. Vous avez à peu près 5836 produits enregistrés, avec un nombre de cellules de 1000, donc vous avez à peu près 5 présentations par produit. Les génériques représentent 71%, les originaux, les principaux représentent à peu près 30%, et on a une fabrication de 26, un conditionnement. Et les importations de 62%. Ça, on a parlé hier, des unités de production qui sont en fonction et celles qui sont en projet. Là aussi, vous avez des chiffres qui sont impressionnants et c'est un dynamisme. Ça veut dire qu'il y a un effort immense de la part de beaucoup d'opérateurs pour investir dans le domaine de la pharmacie. Donc la question que l'on se pose, c'est quels sont les projets qui sont vraiment fiables, solides, qui vont vraiment dans le fond des choses, et quels sont ceux qui se situent uniquement dans le dernier segment, dans le dernier cycle de la production, l'étiquetage, ou juste, disons, l'emballage des produits en question. Ça, on ne peut pas dire qu'on a vraiment une production, mais on a uniquement une partie de ce produit. Alors, ça c'est des investissements 170. Je vous ai dit que le marché algérien est un marché intéressant, en croissance. Quand vous regardez les chiffres, entre 2004, on avait 941 millions d'euros, et actuellement nous avons à peu près 2 500 000 euros, c'est-à-dire à peu près 3 milliards d'euros. Donc une croissance extrêmement importante, qui ne se remarque pas dans les autres pays, qui est assez fulgurante, assez intéressante en termes de... Et là, c'est la facture globale, les importations plus la production. Là, vous avez le pourcentage de croissance des ventes de médicaments en Algérie. Entre 2006 et 2010, c'est un taux de croissance de 12% par an. Et entre 2011 et 2015, on estime, on fait la projection, c'est une estimation, entre 7 et 10% de croissance par an. Quel est le taux de croissance de la population d'Algérie? À peu près. 3%. Non, ce taux de 3% a beaucoup baissé. Il n'est plus de 3%, ça c'était des années 70-80. Actuellement, il y a moins de 2% d'argent. Donc, on a une croissance de la consommation entre 7 et 10%, c'est-à-dire 4 fois plus que le taux de croissance de la population. Donc, ce n'est pas le fait qu'on a plus d'habitants, qu'on a plus de croissance, c'est aussi l'augmentation du marché, l'augmentation du nombre de produits par habitant qui est consommé. Donc ça, c'est une réalité, une dynamique nouvelle extrêmement. Question que vous pouvez poser, comment on se situe par rapport aux autres marchés? L'Algérie par rapport au Maroc, l'Algérie par rapport à l'Égypte, par rapport à la Tunisie. Et là, vous remarquerez que le Maroc, c'est 7%. Et l'Algérie, c'est 14% du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le Maroc, pour vous donner une idée, c'est la même population que l'Algérie. En nombre. Ils consomment 50% de moins en termes de valeur de consommation pharmaceutique. Pourtant, ils ont une industrie pharmaceutique qui a commencé dans la fin des années 50. Mais leur consommation pharmaceutique est la moitié de celle de l'Algérie pour des raisons économiques et financières. Le fait qu'on a un pouvoir d'achat un peu plus élevé et les moyens économiques algériens sont plus élevés que les moyens de
de l'État membre. Regardez l'Égypte, qui est un pays à peu près de 95 millions d'habitants. Plus du double. Et ils sont uniquement à 16%. Nous, on représente 14%. Donc, on a le double de la consommation, à peu près, une consommation similaire en Algérie par rapport à une population double en Égypte. Alors, pourquoi cette croissance? Premièrement, c'est la croissance de la population, urbaine en particulier, parce que les gens des villes consomment plus que les gens des campagnes, pour mille et une raisons, vous connaissez. On a une offre et un accès aux soins plus facile maintenant qu'il y a quelques années. Plus de pharmaciens, plus de médecins, plus d'hôpitaux, plus de santé, plus de cabinets, plus de cliniques. On a une protection sociale et une prise en charge relativement large en Algérie par rapport à beaucoup d'autres pays. On a plus de maladies non transmissibles et de maladies chroniques qui nécessitent donc une prise en charge thérapeutique. On a un marketing qui est assez actif. Tout à l'heure, ou hier, monsieur qui parlait qui représente le laboratoire Kandi nous donnait le chiffre de 300 personnes qui étaient dans le marketing sur un total de 900. Donc à peu près 30% de l'effectif des entreprises s'occupent du marketing et de l'information commerciale des médicaments. Et puis on a une médicalisation accélérée de la santé et de la société. Médicalisation, c'est-à-dire que les gens, pour n'importe quoi, ils cherchent un médicament. Ils cherchent à voir un médecin. Ils ont des problèmes de santé mentale, ben c'est des médicaments. Ils ont des problèmes, ils se sentent un peu faibles vers les médicaments. Enfin, vous connaissez beaucoup de moi, il y a une médicalisation du problème de la société, parce que certains problèmes de la société ne sont pas pris dans le fond, mais le médicament ou la prise en charge médicale se substitue à la solution sociale. Alors, quand on regarde un des paradoxes en Algérie, c'est que la production, elle augmente et les importations augmentent en Algérie. Il n'y a pas réellement de substitution aux importations. En économie, on dit on va développer l'industrie locale pour réduire les importations. Donc on a ce qu'on appelle une substitution aux importations. On a une augmentation de la production locale et une augmentation des importations. On est dans un schéma qui n'existe pas ailleurs. Nous sommes spéciaux. Et ça, c'est une réalité. Autre chose. Regardez le taux d'augmentation de la fabrication par année. Alors, en 2004-2005, 12%, la production augmente 10%, en 2007-2006, 12%, en 2006-2007, 26%, ensuite elle diminue à moins 26%. Ensuite elle augmente à plus 60%. En plus, après elle descend à 0. Après c'est plus 70%. Après à 5. Vous voyez, une fluctuation du taux de croissance de la production. Ce n'est pas 5% chaque année, ce n'est pas 2% chaque année, c'est plus 12%, moins 25, plus 70, 0, moins 2, ça veut dire quoi? Perturbation, fluctuation importante dans le marché pharmaceutique. Vous savez mieux que moi quelle est la réalité, mais moi je prends les chiffres officiels des fluctuations dans la production. Bien. Alors ça c'est le positionnement des firmes multinationales. Vous les premiers écouter qui paraissent. Là vous avez la croissance des parts de marché de certaines firmes, comme Sanofi, comme Novartis, comme Abbott, comme Ipsen, comme MSD, comme Bayer, comme Hikma, comme Kandi. Vous voyez, remarquez que Kandi est l'un des entreprises les plus dynamiques sur le marché algérien, avec un taux de croissance extrêmement important, fabuleux, de leur part de marché sur le pays. Alors, quel est le produit le plus consommé en Algérie? Quelle est la classe thérapeutique la plus consommée en Algérie? Les hypertenseurs. Alors, madame dit hypertenseurs. Les antidiabétiques. Je parle en valeur, pas en volume. L'oncologie. Hypertenseur, diabète, oncologie. Alors, le premier, c'est antidiabétique. Première classe thérapeutique consommée en Algérie, c'est les antibiotiques. Ça représente pratiquement 35%. Comme ça, vous avez dit, 35% des médicaments consommés en Algérie sont des antidiabétiques. Le deuxième, donc, c'est Lantus, que vous connaissez.
Et puis nous avons aussi, évidemment, les antidépresseurs, les antipsychotiques, même les vitamines qui sont quand même représentent autour de 10%. Alors, quelles sont l'implication de ces tendances? L'implication de ces tendances, c'est qu'on a une croissance des dépenses pharmaceutiques qui sera de plus en plus difficile à maintenir s'il n'y a pas une amélioration de la régulation et de la politique pharmaceutique. On a un nombre pléthorique d'opérateurs. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. En tout cas, opérateurs enregistrés. Est-ce qu'ils sont réels ou pas? Pléthorique. Donc, c'est une situation qui ne se maintiendra pas. Je prends le pari avec vous. Dans les 10 ans, vous n'aurez pas 685 grossistes et que vous n'aurez pas 36 000 opérateurs à droite et à gauche. Vous aurez des regroupements, vous aurez des concentrations, vous aurez des absorptions, vous aurez des acquisitions mutuelles et des formations de beaucoup plus gros et beaucoup plus puissants. Donc ça, c'est une réalité qui va se manifester. Donc, par rapport à la croissance des dépenses, qu'est-ce qui se passe? On a une stratégie de réduction des importations, c'est ce que dit le gouvernement, ce que dit le ministère de la Santé. On va augmenter la production locale. Et aussi, il y a un encadrement du remboursement des médicaments. Il y a une tentative de modifier le taux de remboursement de certains produits par rapport à d'autres, alors qu'il était de 85% pour l'ensemble des produits. Il y a des discussions sur des taux différenciés de remboursement. Donc c'est important que vous sachiez, que vous positionnez par rapport à qu'est-ce qui doit être remboursé à 100%, qu'est-ce qui doit être remboursé à 80%, qu'est-ce qui doit être remboursé à 10%. Et dans quel cas c'est justifié et c'est valable. Et quelle va être la conséquence sur vous? Parce que les patients vont changer de remboursement. Si tel médicament est remboursé à 10% et tel autre est remboursé à 80%. C'est une évidence, mais il faudra la gérer. Et puis, il y a aussi de la part des autorités et de la part des professionnels une volonté de rationalisation de la consommation pharmaceutique sous différentes formes. En termes d'usage rationnel des produits, en termes de réduction d'un certain nombre de listes, en termes d'information. Donc, il y a toute une série de mesures et qui vont certainement être discutées au niveau des assises nationales la semaine prochaine pour aller vers une régulation de ce domaine. Donc, c'est important que vous sachiez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui risque de se passer, et puis d'avoir des propositions, d'avoir des recommandations pour agir dans le sens de l'équilibre, de la défense de vos intérêts, mais aussi du système de santé et des patients. À mon avis, il n'y aura pas de réduction de la facture. Pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, mais il y aura une transformation de la facture. C'est-à-dire que les composantes vont changer de cette facture en termes de quels sont les types de médicaments qui vont être consommés. On ira de plus en plus vers les maladies non transmissibles, vers les maladies chroniques. Mais aussi des acteurs qui vont bénéficier de cette facture en tant que telle, en termes de production locale, importation et distribution. Alors je termine, si vous voulez bien, avec les enjeux pour l'officine. Et ça n'a pas bien insisté pour quelques mots là-dessus. Je vais être franc avec vous, je veux dire. Aujourd'hui, pour l'officine, la question survivre, se développer ou mourir. Vous êtes dans cette situation. Survivre, statu quo, il y a une code de au maximum, combien d'années? Deuxième situation, se développer, se déployer, se renouveler, se questionner, se remettre en cause et ouvrir de nouveaux horizons. Et la troisième option, c'est mourir. Non. Choisissez. Développer. Alors, on peut développer chaque point. Pourquoi survivre? Pourquoi se développer? Pourquoi? Alors, donc il s'agit pour vous de justifier votre rôle, de mieux défendre votre fonction dans le système de santé et dans la société, parce que vous n'êtes pas seulement dans le système de santé. Vous réglez un certain nombre de problèmes sociaux. Les conseils que vous donnez sont aussi des conseils par rapport, non pas seulement des malades, à des familles, à la société en général. Donc il faut se repositionner et acquérir une nouvelle légitimité et une reconnaissance renouvelée. Ma question c'est, est-ce que la profession saura faire cette transition, cette modification? Et ce que je constate, en tout cas ce que j'ai constaté pendant ce congrès, c'est que vous avez un dynamisme extraordinaire
avez des gens compétents, intelligents, vous avez des leaders qui sont bien intentionnés, bien motivés et capables de vous mener vers des changements fondamentaux et extrêmement positifs. Alors, je voudrais juste vous positionner, vous, en tant qu'officine, dans le magma, dans l'océan national et international. Vous voyez l'officine, elle est là, je l'ai mise au milieu. Mais vous êtes en même temps en relation avec la population, vous êtes en relation avec les prescripteurs, vous êtes confronté à la politique, aux états de santé de la population, au système de santé. Vous avez les autorités nationales, l'État, vous avez d'un autre côté vos fournisseurs, ou vous-même, vous êtes partie prenante en tant que distributeur, en tant que grossiste. Et vous avez aussi les producteurs mondiaux, je citais tout à l'heure, et vous avez les producteurs locaux. Donc c'est dans cette dynamique extrêmement complexe que vous devez trouver votre chemin et trouver votre place. Donc vous devez tenir compte de ce que j'ai dit au niveau international, ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe dans votre propre secteur. Comment les choses vont évoluer, vont changer dans votre propre métier, dans votre propre secteur. Alors pourquoi l'existence des officines est en jeu? Votre réputation, la réputation de l'officier, elle n'est pas toujours bonne. Je vous ai promis d'être franc. Elle n'est pas toujours bonne pour mille et une raisons. Parce que dans certains cas, et c'est ce que disent les autorités, ce que disent certains, la fonction strictement commerciale prend le dessus sur la fonction scientifique, technique, médicale, d'information et d'aide. C'est un constat. Il est valable pour certains, il est valable en partie, il n'est pas valable totalement, mais c'est à vous de le prendre et de le traiter. Mais aussi on dit que la complexité, la diversité de l'arsenal thérapeutique, on n'a plus affaire uniquement à des produits sains qui sont faciles à prescrire, faciles à suivre. On a des produits de plus en plus compliqués qui demandent à ce qu'on vraiment sache dans quelles conditions ils sont efficaces, pour quel type de population, avec quel type de suivi, avec quel type de traitement, avec quel type de conseil. Surtout avec les produits qui sont nouveaux, qui sont très sophistiqués, qui sont chers, qui peuvent être efficaces, mais qui sont sophistiqués et pas faciles à utiliser. Donc si on continue à faire comme on faisait à 10 ans, qu'est-ce que vous voulez monsieur, oui monsieur, on se retourne, on donne, on passe à la caisse. Là, avec ces produits nouveaux, des produits complexes, des produits difficiles, des produits dangereux, lorsqu'ils sont mal utilisés, parce que tout médicament est dangereux. Tout médicament est dangereux. Parce qu'il est efficace, il peut être dangereux s'il est mal utilisé. Donc ça, c'est une réalité nouvelle, extrêmement importante. Et nous avons des nouvelles molécules qui sont extrêmement sophistiquées. Donc, l'espace d'officine, certains considèrent que c'est trop restreint et que les compétences disponibles, existantes, réellement mobilisées sont limitées et que la délivrance dans ce cas-là est limitée. Ça, c'est une chose d'argument que j'entends, que vous avez déjà entendu. Donc, la légitimité du monopole que vous avez, et qui est légitime, qui est important, et les compétences que vous avez sont questionnées, sont, dans certains cas, remis en cause. Et donc là, il faut prendre attention pour pouvoir y répondre de la manière la plus forte et la plus légitime. Par exemple, la préparation a été remplacée par la fabrication industrielle et commerciale. Donc, on parle tout à l'heure de préparateur. Est-ce que vraiment ce terme préparateur est toujours valable ou pas? Si, il est toujours valable. Les pharmaciens qui, à 20 ans, 30 ans, faisaient des préparations et avaient une légitimité, une compétence, une expertise, un métier, est-ce que ça n'a pas évolué? Je suis sûr que M. Mallet va en parler tout à l'heure. Dans certains cas, les médicaments peuvent être achetés dans des grands magasins. C'est ce qui se passe dans certains pays, aux États-Unis. Vous achetez des dentifrices quand vous achetez certains produits, certains médicaments. Ils sont en libre service. Vous avez un pharmacien qui est là-bas, qui vous conseille si vous le demandez. Sinon, vous prenez des médicaments et vous le payez. Donc là, c'est des réalités qui existent ailleurs. Est-ce qu'on va les accepter? Comment on va les vivre? Comment on va les contourner ou nous y opposer? Par contre, une chose qui, à mon avis, sur lesquelles il faut vraiment discuter, c'est tous les débouchés possibles de la pharmacie qui ne sont pas encore vraiment utilisés. Débouchés sur le plan industriel, débouchés sur le plan de la pharmacovigilance, débouchés sur le plan commercial, débouchés sur le plan de production. Et là, vous avez, j'ai cité pas mal de métiers qui sont liés à la pharmacie. Certaines sont occupées, d'autres ne sont pas occupées. Et je pense qu'il y a pas mal de spécialités, pas mal de compétences particulières du pharmacien qui peuvent être déployées si vraiment vous couvrez l'ensemble du circuit. Donc, vous
tous les pharmaciens ne se disent pas la seule destination, c'est l'officine. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Comment développer la production locale si on n'a pas de pharmacien industriel? Comment développer la recherche appliquée si on n'a pas de pharmacien qui s'occupe de tout ce qui est effet secondaire? Comment voulez-vous qu'un inspecteur fasse bien son travail si ce pharmacien inspecteur n'a pas été vraiment préparé à cette inspection? Il fait de l'inspection comme il contrôle des bons textes. Donc là, il y a un vrai problème de compétence et de développement de l'expression. Donc je vous avais dit, l'officine, il est le dernier maillon, l'avant-dernier maillon de la chaîne, mais il est aussi le premier point d'accès. Et là, vous avez un rôle extrêmement important. À mon avis, il y a une reconfiguration qui est de passer d'une fonction de délivrance et de conseil à une fonction multidimensionnelle, pour que le pharmacien devienne un vrai acteur du système de santé. Par exemple, de passer uniquement de la boîte au traitement. Il ne s'occupe pas seulement de la boîte du médicament, mais du traitement en tant que tel. Donc c'est d'autres questions. Ce n'est pas uniquement la boîte. D'un rôle passif. Lire l'ordonnance et donner le médicament, un rôle actif dans tous les domaines. D'une connaissance du produit à une connaissance du traitement. Pas seulement du produit, mais une connaissance du traitement. Un suivi passif de l'observance et un suivi actif de l'observance. Comment faire en sorte que le malade nous informe sur la continuité, la compliance, l'observance du produit. Analyse de la conformité du produit à l'analyse du traitement. Bien. Donc je vais terminer, si vous voulez bien, par la nécessité d'un fonctionnement en réseau. Fonctionnement en réseau en amont, c'est-à-dire que vous soyez membre de l'équipe soignante, membre de la chaîne de prise en charge, un élément de la continuité des soins. Donc avec les prescripteurs, quelle relation mettre en place pour que vous soyez un élément actif de la prise en charge du malade. Et puis en même temps, une partie prenante dans la fonction d'approvisionnement. Que vous commenciez, et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec de faire ce qu'on appelle une remontée de filière. Que vous ne soyez plus seulement dans votre officine, mais que vous soyez c'est partie de l'équipe soignante, mais aussi monter dans la fonction de distribution et pourquoi pas la fonction de production sous certaines conditions. Donc ça c'est ce que j'appelle une remontée en filière en amont. Et puis en aval, c'est tout le suivi des patients. C'est tous les conseils et l'éducation que vous pouvez développer. Et puis, il y a un élément qui est extrêmement grave chez nous, c'est que la pharmacovigilance, elle est relativement grève, de manière en termes de réseau. Et la sécurité des produits, des traitements, ça peut être énormément amélioré. Voilà, je voudrais terminer en disant qu'il y a 3 leviers pour un changement effectif. Premièrement, je crois qu'il y a un levier de la formation de base et de la formation continue qu'il faut revoir. Est-ce que les pharmaciens d'officine ou les pharmaciens qui sont formés sont préparés à la gestion financière, des stocks, des relations avec les clients, de la communication, de l'information, de la pharmacovigilance? Pourtant, c'est important. La formation continue. C'est important que chaque mois, chaque 2 mois, chaque 6 mois, vous ayez et vous absorbiez les nouvelles connaissances, les nouvelles informations. Ça demande du temps, ça demande des efforts et des ressources. Pas seulement de vous, mais aussi de votre environnement, des acteurs qui vous entourent. C'est dans l'intérêt de l'État que vous soyez à jour. C'est dans l'intérêt de la sécurité sociale que vous soyez à jour dans votre information. Il y a aussi un nouveau type de modèle de développement, un nouveau business model qu'il faut développer. Là, je vais parler, et M. Sadak est bien placé pour voir que l'officine doit développer une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de se positionner à l'intérieur, dans l'officine, mais aussi à l'extérieur de l'officine. Et puis, Faisal ne me contredira pas pour dire que le pharmacien et le pharmacien d'officine doit être une force de proposition, de contribution, pas seulement de critique, pas seulement de lamentation, mais une force de proposition, de construction. Et là, vous avez des opportunités. On a parlé des assises régionales, on a parlé des assises nationales, mais après, il va y avoir un travail législatif, un travail réglementaire qui va se faire, et c'est là où vous devez avoir des propositions précises et concrètes. Et donc, ça demande un effort, une expertise, et c'est important de s'entourer de l'expertise nécessaire pour peser sur l'argumentation, pour peser sur la décision. Voilà, et enfin, il y a des exigences, bien évidemment. Parce qu'on a beaucoup parlé des droits, mais aussi des obligations. Première obligation, c'est le respect de la déontologie de l'éthique. Vous ne pouvez pas être crédible si vous ne respectez pas les minimums des règles de votre profession. Vous avez à accepter, adopter vous-même. Un devoir de formation et d'information. Une diversification de vos fonctions et de vos activités.
sortez de votre activité classique conventionnelle, développez d'autres activités tout en respectant les obligations de votre métier de base. Extension des capacités scientifiques et de gestion. Combien de pharmaciens d'officine sont presque en faillite parce qu'ils savent mal gérer, parce qu'ils ont confondu bénéfices et chiffre d'affaires, etc. Donc il y a des erreurs qui ont été commises et c'est important que l'on aille dans le sens de l'amélioration des compétences. Et puis l'esprit de réseau, l'esprit de collaboration, l'esprit de partage, l'esprit de collaboration mutuelle, je crois que c'est extrêmement important. Et le GPU dans l'exemple, là je dois vraiment vous féliciter pour ce que vous faites dans le cadre du GPU, parce que c'est exactement l'esprit de réseau, l'esprit de collaboration, d'échange, de partenariat, mais aussi d'amitié et de joie. Je vous remercie.